Bonjour, je suis le professeur Kabi Fathi. Je vais présenter aujourd'hui une séance de révision concernant 4e année sciences techniques, génie électrique, concernant la leçon le réseau électrique triphasé. Cette séance est encadrée par monsieur l'inspecteur Barhoumi Tawfiq. Notre objectif, c'est déterminer les grandeurs électriques d'un réseau triphasé équilibré, déterminer les puissances électriques mises en jeu dans un récepteur triphasé électrique. Notre leçon sera divisée en deux parties. Dans la première partie, on va voir une mise en situation, le réseau triphasé équilibré, mesure des tensions simples et des tensions composées, représentation des tensions simples, relation entre les tensions simples, vérification de la relation entre la tension U et V, représentation des tensions composées, propriété d'un réseau triphasé équilibré. Par la suite, on va voir les récepteurs triphasés équilibrés, on va voir les récepteurs monophasés, les récepteurs triphasés, couplage en étoile d'un récepteur triphasé, couplage en triangle d'un récepteur triphasé. Mise en situation. Pour alimenter des récepteurs électriques, deux sources de tension sont disponibles. Premièrement, les sources de tension monophasées. Dans ces sources, on trouve deux conducteurs qui sont un neutre et une phase. Une seule phase, d'où le nom de monophasé, pour alimenter des récepteurs de faible puissance, tels que une télévision, un sèche-cheveux, une machine à laver, un réfrigérateur, voire les récepteurs à usage domestique. Deuxième source de tension, ce sont les sources de tension triphasées. Dans ces sources, on trouve quatre conducteurs qui sont un neutre et trois phases. Trois phases, d'où le nom de triphasé, pour alimenter les récepteurs de moyenne et de grande puissance, tels que les moteurs triphasés, les fours triphasés, une machine de menuiserie. On utilise surtout ces sources pour l'usage industriel. Qu'est-ce qu'un réseau triphasé? La distribution de l'énergie électrique est réalisée par un réseau triphasé composé par quatre conducteurs, qui sont trois phases et un neutre. Premier conducteur, on l'appelle la phase 1, on le note par pH1. On l'appelle aussi ligne numéro 1, on le note par L1. Deuxième conducteur est appelé phase 2 et noté par pH2. Troisième conducteur est appelé phase 3 et il est noté par pH3. Le quatrième conducteur, on l'appelle le neutre et il est noté par N. Mesure de tension aux bornes d'une prise triphasée. Le voltmètre à aiguille ou bien le multimètre numérique nous permet de mesurer la tension efficace entre deux bornes, c'est-à-dire deux fils de réseau qui contient quatre fils conducteurs. On va voir maintenant une vidéo qui permet de mesurer les différentes tensions entre ces différents conducteurs. Aux bornes d'un disjoncteur triphasé, il existe quatre fils conducteurs. Un fil conducteur noir qui représente le neutre. Trois conducteurs rouges qui représentent les trois phases. Deux types de tensions sont mesurables. Premier type de mesure entre le neutre et une des trois phases. Elles sont appelées tensions simples. Première mesure, c'est entre le neutre et la phase 1. Sa valeur est de l'ordre de 234 volts. Deuxième mesure, entre le neutre et la phase 2. Sa valeur est égale à 235 volts. Troisième mesure, entre le neutre et la phase numéro 3. Sa valeur est égale à 239 volts. Deuxième type de mesure, maintenant c'est entre deux phases successives. Entre la phase 1 et la phase numéro 2. Sa valeur est de 408 volts. Ou bien entre la phase 2 et la phase numéro 3. Sa valeur est aussi égale à 409 volts.
Troisième mesure, c'est entre la phase 3 et la phase numéro 1. Sa valeur est égale à 409 volts aussi. Comme on a vu dans la vidéo précédente, plusieurs mesures sont réalisables. On va voir une autre diaporama qui résume ces différentes mesures. Donc, nous avons vu que nous avons 3 fils phase et un neutre. Plusieurs types de mesures sont réalisables. Première mesure, c'est entre le neutre et la phase 1. Cette tension est notée par V1. Sa valeur efficace est de l'ordre de 230 volts. Deuxième mesure, entre le même neutre, maintenant avec la phase 2. Cette tension se note par V2. Sa valeur efficace est de l'ordre de 130 volts. Troisième mesure entre neutre et phase, c'est entre le neutre et la phase 3. Elle est notée par V3. Sa valeur efficace est égale à 230 volts. Ces 3 dernières mesures sont appelées des tensions simples. Elles sont notées par V. Leur valeur efficace est de l'ordre de 230 volts. D'autres mesures sont réalisables, mais maintenant entre 2 phases successives. Par exemple, entre la phase 1 et la phase 2. Maintenant, elles sont notées par U. 1, 2. Phase 1, phase 2, donc U1, 2. Sa valeur efficace est de l'ordre de 400 volts. Deuxième mesure entre phase 2 et la phase numéro 3. Elle est notée par U23. Sa valeur efficace est égale à 400 volts. Troisième mesure entre phases, c'est entre la phase 3 et la phase 1. Elle est notée par U31. Sa valeur efficace est aussi de l'ordre de 400 volts. Ces 3 dernières mesures entre phases, on les appelle des tensions composées. Elles sont notées par U. Leur valeur efficace est de l'ordre de 400 volts. On remarque que le rapport U sur V est égal à 400 sur 230 est égal à 1,73, c'est-à-dire égal à racine de 3. On conclut donc que la tension composée U est égale à racine 3 fois la tension simple V. Conclusion. Aux bornes d'une prise triphasée existe, comme on a vu précédemment, 4 bornes qui sont 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3, et un seul neutre. 6 tensions sont disponibles. 3 tensions notées VI, mesurées chacune entre une phase et le neutre. Elles sont appelées par les tensions simples, qui sont V1, V2 et V3. 3 autres tensions notées UIJ, mesurées chacune entre 2 phases, appelées tensions composées, qui sont la tension U12, la tension U23 et la tension U31. Maintenant, on va déterminer la relation entre tension simple et tension composée. On va commencer par la tension composée U12. En appliquant la loi des mailles, somme des tensions dans une maille est égale à 0. Voilà la maille correspondante à la tension U12. Plus V1, moins U12, moins V2 est égal à 0. Ça veut dire que la tension composée U12 est égale à V1 moins V2. Pour déterminer la tension composée U23 en fonction des tensions simples, en appliquant toujours la loi des mailles, voilà la maille correspondante, plus V2, moins U23, moins V3 est égal à 0. Ça veut dire que la tension U23 est égale à V2 moins V3. De la même manière, on détermine la tension composée U31 en appliquant la loi des mailles. Voilà la maille correspondante. Plus V1, moins U31, moins V3 est égal à 0. Ça veut dire que U31 est égal à V3 moins V1. Évaluation donc. Comme on a vu précédemment, un réseau est défini par ces deux valeurs, sa tension simple et sa tension composée. On le note généralement par à gauche la valeur de tension simple, à droite la valeur de la tension composée. Donc si on demande d'identifier la tension simple, c'est la valeur qui existe à gauche, de 130 volts. Si on demande d'identifier la tension composée, c'est la valeur qui existe à droite, 400 volts. Maintenant, pour un deuxième réseau, il nous donne seulement la tension composée, qui est égale à 690. Pour identifier le réseau, il faut déterminer la tension simple. La tension simple est inférieure à la tension composée. On a vu précédemment qu'il y a une relation. Donc, on peut déterminer la tension simple par tension composée sur
racine 3. 690 sur racine 3 est égal à 400. Notre réseau s'écrit 400, 690 volts. Pour un troisième réseau, nous avons seulement la tension simple qui est égale à 127 volts. Pour déterminer la tension composée, on multiplie maintenant par racine 3, c'est-à-dire 127 fois racine 3 est égal à 220 volts. On note notre réseau par 127 tension simple, 220 tension composée. Représentation des tensions simples. On va visualiser les trois tensions simples à l'aide d'un oscilloscope. Donc la représentation de la tension V1 montre que V1 est un signal, premièrement, alternatif sinusoïdal, qui a une valeur Vmax et une valeur moins Vmax. C'est un signal périodique. Comme on remarque ici, on a la demi-période égale 3 carreaux, c'est-à-dire une période de 6 carreaux, correspondant à un angle de 2π. La représentation de la tension simple V2, la courbe en vert, montre que V2 est identique à V1. Donc c'est un signal alternatif sinusoïdal de même amplitude que V1, juste que le signal V2 est en retard par rapport à V1 d'un certain déphasage qui est égal à 2 carreaux parmi les 6 carreaux de la période, c'est-à-dire T sur 3, correspondant à un angle de 2π sur 3. La représentation de la tension V3 montre que V3 est identique à V1 est identique à V2. Mais V3 est en retard par rapport à V2 de 2 carreaux, c'est-à-dire 2π sur 3, en retard par rapport à V1 de 4 carreaux, c'est-à-dire 4π sur 3. Donc les propriétés des trois tensions simples, comme on a vu précédemment, les trois tensions instantanées simples sont trois tensions, premièrement, sinusoïdales. Les trois tensions instantanées simples sont déphasées entre elles de 2π sur 3. Les trois tensions instantanées simples ont la même, premièrement, valeur efficace, comme on l'a mesuré précédemment, elle est égale à 230 volts. Puisqu'ils ont la même valeur efficace, donc la même valeur maximale, c'est-à-dire que Vmax égale à V fois racine de 2 est égal à 230 fois racine de 2. Ils ont aussi la même période qui est égale à 20 millisecondes. Puisqu'ils ont la même valeur, la même période, donc aussi la même fréquence, puisque F est égal à 1 sur T est égal à 1 sur 20 10 moins 3. Donc ils ont une fréquence F est égale à 50 Hz. Ils ont aussi la même pulsation angulaire oméga qui est égale à 2π fois F, puisque la fréquence F égale 50 égale à 100π. Donc, prenons maintenant V1 comme origine des phases et déterminons les équations de V1, V2 et V3 en fonction du temps. Puisque V1 est un signal alternatif sinusoïdal, son expression s'écrit V1 de t est égal à Vmax sinus oméga t en principe plus phi. Puisque à l'instant t est égal à 0, V1 commence par 0, donc son déphasage est nul. Je peux remplacer Vmax par sa valeur qui est égale à V fois racine de 2. Je peux remplacer oméga par sa valeur qui est égale à 100π. L'équation de V1 de t s'écrit V racine de 2 sinus 100π t. L'équation de V2, elle est identique à V1, juste que V2 est décalé, ou bien en retard par rapport à V1, d'un angle est égal à 2π. Donc l'équation de V2 s'écrit V2 de t égale Vmax sinus oméga t plus le déphasage qui est égal à moins 2π sur 3. De la même manière, en remplaçant Vmax par sa valeur, oméga par sa valeur, ça me donne V racine de 2 sinus 100π t moins 2π sur 3. L'équation de V3 est identique à V1 et V2, juste que V3 est en retard par rapport à V1 de 4π sur 3. Donc son expression s'écrit Vmax sinus oméga t moins 4π sur 3. Le moins 4π sur 3 est aussi égal à plus de π sur 3. Je remplace Vmax et oméga par leur valeur. Ça me donne V racine 2 sinus 100π t plus 2π sur 3 ou bien moins 4π sur 3. C'est la même chose. Maintenant, relation entre les tensions simples. Représentation cartésienne, comme on a vu précédemment. À un instant t donné, faisons la somme algébrique de V1, V2 et V3
on va obtenir les relations suivantes. Je vais faire cette somme algébrique à l'instant t est égal à t sur 4. Mais la vérification peut être faite à n'importe quel instant. À l'instant t est égal à t sur 4, V1 est à sa valeur maximale, est égal à Vmax. Alors que V2 et V3 sont égales à moins Vmax sur 2. Donc, V1 de t plus V2 de t plus V3 de t, je vais remplacer V1 de t par sa valeur qui est égale à Vmax. Je vais remplacer V2 et V3 par leur valeur aussi qui sont égales à moins Vmax sur 2 moins Vmax sur 2. Ça me donne une somme algébrique nulle. Donc, V1 de t plus V2 de t plus V3 de t est égal à 0. Cette relation peut être vérifiée à n'importe quel instant. On en déduit que notre système est un système équilibré, c'est-à-dire que la somme algébrique des trois tensions simples est nulle. Maintenant, on va passer à la représentation des tensions composées. Visualisation des trois tensions composées à l'aide d'un oscilloscope, en prenant V1 comme origine des faces. Voilà la représentation du signal V1 de t, comme on a vu précédemment. C'est un signal alternatif sinusoïdal de période t est égal à 20 millisecondes. La représentation de la tension composée U12 montre que U12 est aussi un signal alternatif sinusoïdal, premièrement d'amplitude plus importante, est égal à Vmax fois racine 3, de même période 6 carreaux, mais le signal U12 est en avance maintenant par rapport à la tension simple V1. Il est en avance d'un demi-carreau, c'est-à-dire T sur 12, ou bien d'un angle égal à pi sur 6. Donc je peux écrire son équation. U12 de t est égal à U max sinus oméga t plus pi sur 6. Le pi sur 6 devient que le signal U12 est en avance de plus pi sur 6. On enlève la tension V1 et on représente la tension composée U23. On remarque que U23 est identique à U12. Même amplitude, même période, juste que le signal U23 est en retard. Si on prend les deux sommets ou bien les deux zéros, les deux sommets par exemple, il est en retard de 2 carreaux, comme on l'a vu précédemment. Donc un angle est égal à 2pi sur 3. Son expression s'écrit U23 est égal à U max sinus oméga t plus pi sur 6 jusqu'à maintenant, c'est l'équation du signal U12, moins le déphasage qui est égal à moins 2pi sur 3. Plus pi sur 6 moins 2pi sur 3, ça me donne U max sinus oméga t moins pi sur 2. La représentation de la troisième tension composée U31 montre que U31 est identique à U12, identique à U23, même amplitude, même période. Mais U23 est en retard par rapport à U23 de 2pi sur 3, en retard par rapport à V1 de 2pi sur 3 plus 2pi sur 3, c'est-à-dire 4pi sur 3. Son expression s'écrit U31 de t est égal à U max sinus oméga t plus pi sur 6 moins 4pi sur 3. La somme de pi sur 6 moins 4pi sur 3 donne moins 7pi sur 6. Donc l'expression de U31 s'écrit U max sinus oméga t moins 7pi sur 6. D'où les trois équations des trois tensions composées. U12 de t est égal à U max sinus oméga t plus pi sur 6. U23 est égal à U max sinus oméga t moins pi sur 2. U31 est égal à U max sinus oméga t moins 7pi sur 6. Propriété donc d'un réseau triphasé équilibré. Un réseau est dit équilibré si et seulement si on a les trois tensions ont la même valeur efficace. Les trois tensions sont déphasées de 2pi sur 3 entre elles. À tout instant, les relations suivantes sont vérifiées. Premièrement, la somme algébrique des trois tensions simples est égale à 0. Aussi, la somme algébrique des trois tensions composées est égale à 0. Quatrièmement, les trois tensions ont la même fréquence qui est égale à 50 Hz. On va passer maintenant pour une évaluation de type QCM. On donne le chronogramme des tensions entre phase et neutre d'un réseau triphasé 50 Hz.
la question, quelle est la tension efficace entre phases de ce réseau? Ou bien 230 volts, 325 volts, 400 volts ou bien 460 volts. La représentation de ce oscillogramme sont tensions entre phases et neutres, c'est-à-dire tension simple. Si je prends le signal V1, qui est un signal alternatif sinusoïdal, son amplitude est égale à 1, 2, 3 carreaux et 1 quart, c'est-à-dire 3,25 carreaux. Chaque division correspond à 100 volts. Je peux déterminer sa valeur maximale, qui est égale à 100 fois 3,25 est égal à 325 volts. C'est la valeur maximale de tension entre phases et neutres, c'est-à-dire valeur maximale de tension simple. Je peux en déduire la valeur efficace de la tension simple, qui est égale à Vmax sur racine de 2. La question de demander quelle est la tension efficace entre phases, c'est-à-dire il veut déterminer la tension composée. On a la relation entre tension simple et tension composée. Donc, premièrement, tension simple égale 325 sur racine 2 est égale à 230 volts. Cette valeur représente la valeur efficace de la tension simple. Pour déterminer la tension composée, il faut multiplier V fois racine 3 pour obtenir la valeur de la tension composée, c'est-à-dire 230 fois racine 3, ça me donne une valeur de 400 volts. Donc, la réponse est U est égale à 400 volts. Maintenant, on va passer pour récepteurs triphasés équilibrés. On va commencer par les récepteurs monophasés. En monophasé, la source de tension possède deux bornes, une phase et un neutre. Voilà une source de tension, c'est une prise monophasée. On a deux trous. L'une des deux trous est appelée phase. Le deuxième conducteur, c'est un neutre. Un récepteur un récepteur monophasé est un dipôle, c'est-à-dire qu'il possède deux bornes. Pour l'alimenter, une des deux bornes sera liée au neutre et l'autre borne sera liée à la phase. Voilà notre dipôle. On l'appelle dipôle parce qu'il possède deux bornes. La première borne sera liée au neutre. La deuxième borne sera liée à la phase. On va passer maintenant au récepteur triphasé équilibré. Un récepteur triphasé équilibré est composé de trois récepteurs monophasés identiques qui seront couplés de façon à avoir un seul récepteur, dit récepteur triphasé équilibré. Donc, comme on a vu précédemment, le réseau contient 4 fils conducteurs, 3 phases et neutres, alors que notre récepteur contient 3 dipôles monophasés. Chaque dipôle possède 2 bornes. Donc, un récepteur triphasé possède 6 bornes. Couplage en étoile des 3 dipôles. Soit les 3 dipôles monophasés, voilà les 3 dipôles, qui sont identiques, ils ont la même impédance Z. Comment pourront les coupler sur le réseau triphasé donné? Première façon, c'est chaque dipôle est branché entre phase et neutre. Donc, par exemple, le premier dipôle est relié à la phase 1 et le neutre, c'est-à-dire il est soumis entre phase et neutre, c'est-à-dire soumis à une tension simple. Deuxième dipôle, entre la phase numéro 2 et le même neutre. Troisième dipôle, entre phase 3 et neutre. On remarque que les 3 récepteurs ont une borne commune, qui est cette borne, qui représente, elle est liée avec le neutre, donc une borne commune qui est le neutre, N. On peut lui coupler d'une autre manière. Deuxième façon de représenter ce même couplage, c'est mettre ce nœud N au milieu. Chaque dipôle est soumis entre phase et neutre, donc soumis à une tension simple. Donc, chaque récepteur est lié à une phase et à un neutre. Ce type de couplage est appelé couplage étoile, ou bien on l'appelle aussi couplage Y. Couplage en étoile maintenant, courant et tension. On va déterminer les courants et les tensions pour le couplage étoile. Les courants qui circulent dans un fil de ligne de réseau triphasé est appelé courant de ligne. Il est noté par I indice I. Nous avons
trois courants de ligne qui sont I1, c'est le courant qui sort de la ligne numéro 1, I2, c'est le courant qui sort de la ligne numéro 3, I3, c'est le courant qui sort de la ligne numéro 3. Deuxième type de courant, ce sont les courants qui traversent chaque dipôle Z, est appelé courant par phase. Ils sont notés par J indice I. C'est-à-dire, nous avons trois courants par phase. Le courant qui circule dans la phase dans le récepteur numéro 1 est appelé J1. Le courant qui circule dans le récepteur numéro 2 est appelé J2. Et le courant qui circule dans le récepteur numéro 3 est appelé J3. D'après le schéma, nous tirons les relations entre I et J. En appliquant la loi du nœud, somme du courant entrant est égale à la somme du courant sortant. En prenant le premier récepteur, nous avons seulement un seul courant entrant, c'est le courant I1. Un seul courant sortant, c'est le courant J1. Donc, somme du courant entrant est égale à somme du courant sortant. Donc, I1 est égal à J1. De la même manière pour les autres récepteurs. On en déduit que pour le couplage étoile, le courant I1 est égal à J1, le courant I2 est égal à J2, le courant I3 est égal à J3. Maintenant, en appliquant la loi du nœud, mais au point N. Au point N, nous avons trois courants entrants qui sont J1, J2 et J3, et un seul courant sortant qui est le courant IN. En appliquant la loi du nœud, on peut écrire que le courant circulant dans le neutre est égal au courant J1 plus J2 plus J3. Donc, IN est égal à I1 plus I2 plus 3, ou bien, puisque I1 est égal à J1, est égal à J1 plus J2 plus J3. Donc, représentons maintenant sur le montage la tension aux bornes de chaque dipôle Z. Chaque dipôle Z est soumis entre phase et neutre. Voilà les tensions. Que représentent ces tensions? Donc, ces tensions, ces trois tensions, sont entre neutre et phase. Ça veut dire que ce sont des tensions simples, qu'on appelle des tensions V. Donc, chaque récepteur a une impédance Z. Il est parcouru par un courant J1 ou bien I1, c'est la même chose puisqu'ils sont égaux, et soumis à une tension simple V. Donc, la relation qu'on peut écrire que V1 est égal à Z fois J1, V2 est égal à Z fois J2, V3 est égal à Z fois J3. Donc, on va en déduire ou déterminer le courant dans le neutre en fonction des tensions simples. Chaque dipôle est soumis à une tension V et parcouru par un courant J. Donc, d'après la loi d'Ohm, on peut écrire que V1 est égal à Z fois J1, V2 est égal à Z fois J2, V3 est égal à Z fois J3. Alors, on peut conclure J1 est égal à I1 est égal à V1 sur Z, J2 est égal à I2 est égal à V2 sur Z, et J3 est égal à I3 est égal à V3 sur Z. Puisqu'on a le courant dans le neutre est égal à I1 plus I2 plus 3, je remplace I1, I2 et I3 par leur valeur. Ça va me donner I dans le neutre est égal à V1 sur Z plus V2 sur Z plus V3 sur Z. J'en ai 1 sur Z, je vais le mettre en facteur. Donc, I dans le neutre est égal à V1 plus V2 plus V3, le tout sur Z. Rappelons que pour un réseau équilibré, nous avons la somme algébrique des trois tensions simples est égale à 0. Ça veut dire I dans le neutre est égal à 0 sur Z. Donc, le courant dans le neutre est nul. Ça, aussi, nous avons I1 plus I2 plus I3 est égal à 0. Conclusion. Le courant circulant dans le neutre est nul. Donc, on peut le supprimer. Qu'est-ce qu'on va supprimer? Supprimer juste la liaison qui existe entre le neutre du réseau et le neutre de récepteur, pas le couplage. Voilà, enlever ce câble seulement. Retenons donc, les trois courants de ligne sont égaux. I1 égale I2 égale I3 égale à I. Les trois courants par phase sont aussi égaux. J1 égale à J2 égale à J3 égale à J. Les courants de phase sont égaux aux courants de ligne. I égale à J. Chaque dipôle est soumis à une tension simple. V est égal à U sur
racine de 3. Maintenant, on va passer au couplage triangle des 3 dipôles. Dans ce cas, on veut coupler le récepteur triphasique sans avoir utilisé le neutre. Donc, on ne va pas utiliser le neutre. Ça veut dire que lier chaque récepteur entre 2 phases successives. Première façon, voilà. Premier récepteur entre phase 1 et 2. Deuxième récepteur entre phase 2 et phase 3. Troisième récepteur entre phase 3 et la phase numéro 1. Deuxième façon de représenter ce même couplage. Voilà. Chaque récepteur est soumis entre 2 phases successives. Ce type de couplage est appelé couplage en triangle, parce qu'il ressemble à un triangle. Couplage en triangle, courant et tension. Donc pour le couplage triangle, on n'a pas un seul nœud, comme pour le couplage étoile. On a 3 nœuds. A, B et C. Chaque dipôle Z est soumis à une tension composée. Le dipôle AB est soumis à la tension U12, donc tension composée. Deuxième récepteur BC, ou bien deuxième dipôle, est soumis à la tension U23. Troisième dipôle CA est soumis à une tension composée U31. Traversé par un courant J. Le dipôle AB parcouru par J1, le dipôle BC parcouru par J2, le dipôle CA est parcouru par le courant J3. Le courant J est différent du courant I. Comme on va voir ça, d'après la loi du nœud, et en appliquant la loi du nœud au point A, B et C, on peut obtenir, au nœud A, on a 2 courants entrants qui sont le courant I1 et le courant J3. Et un seul courant sortant qui est le courant J1. Donc en appliquant la loi du nœud, je peux écrire que J1 est égal à I1 plus J3. Ou bien le courant I1 égale à J1 moins J3. De la même manière, en appliquant toujours la loi des nœuds, mais maintenant au nœud B, on a 2 courants entrants qui sont I2 et J1 et un seul courant sortant qui est J2. Donc je peux en déduire que le courant I2 est égal à J2 moins J1. Troisièmement, maintenant, en appliquant la loi de nœud, au nœud C. Au nœud C, nous avons 2 courants entrants qui sont J2 et I3. Un seul courant sortant qui est égal à J3. On peut en déduire que I3 est égal à J3 moins J2. On va maintenant passer à une vidéo pour mesurer le courant de ligne et le courant par phase. Pour faire le couplage triangle, la sortie du premier dipôle est reliée avec l'entrée du deuxième dipôle. La sortie du deuxième dipôle est reliée avec l'entrée du troisième dipôle. La sortie du troisième dipôle est reliée avec l'entrée du premier dipôle. Pour mesurer le courant par phase, on met un ampèremètre en série. Pour mesurer le courant par ligne, on met un ampèremètre en série avec l'une des phases. Les 2 autres phases sont reliées directement au récepteur. La valeur de courant par ligne est égale. Comme on a vu dans la vidéo précédente, on va déterminer une relation entre le courant par phase et le courant par ligne. On va passer à un autre diaporama qui va identifier ces 2 courants. Donc, relation entre le courant I et le courant J pour un couplage triangle. Qu'est-ce qu'on a fait dans la vidéo précédente? On a mis un premier ampèremètre sur la phase numéro 1, bien sur la ligne numéro 1, pour mesurer le courant par ligne I1. On a mis un deuxième ampèremètre, mais maintenant, dans le récepteur numéro 1 entre le nœud A et le nœud B, pour lire le courant J1. Pour une tension U est égale à 400 volts et une impédance Z est égale à 70 ohms,
on a trouvé le courant par phase J est égal à 5,67 ampères, alors que le courant par ligne I est égal à 9,9 ampères. On remarque que le rapport courant de ligne sur courant de phase, 9,9 sur 5,67 est égal à 1,73 égale à racine de 3. Donc on conclut que pour le couplage triangle, le courant I est différent du courant J. Que le courant I aussi est égal à I est égal à J fois racine de 3. Retenons donc pour le couplage triangle que les trois courants de ligne sont égaux. I1 égale I2 égale I3 est égal à I. Les trois courants par phase sont aussi égaux. J1 égale à J2 égale à J3 est égal à J. Les courants de phase ne sont pas égaux aux courants de ligne. Le courant de ligne est plus important. Il y a une relation entre I et J. I est égal à J fois racine de 3. Chaque dipôle est soumis à une tension composée U. On va passer à une évaluation de type QCM. Pour la question numéro 1, un réseau triphasé, 230 volts, 400 volts, 50 Hz alimente 3 résistances R de valeur 10 ohms chacune qui sont couplées en étoile. La question demandée est que vaut la valeur efficace I des courants de ligne, ou bien 13 ampères, 23 ampères, 40 ampères, ou bien 69 ampères. On a pour le couplage étoile, chaque dipôle est soumis entre neutre et phase, c'est-à-dire soumis à une tension simple V. Sa valeur est égale à 230 volts, parcouru par un courant de ligne I. Donc on peut écrire que V est égal à R fois I. Je peux en déduire la valeur de I qui est égale à V sur R. Je remplace V par sa valeur, R par sa valeur, donc 230 sur 10 est égal à 23 ampères. Donc la réponse I est égale à 23 ampères. Question numéro 2. Un réseau triphasé, 230 400 volts, 50 Hz, alimente 3 résistances R de valeur 10 ohms chacune, mais maintenant couplées en triangle. La question demandée, que vaut la valeur efficace I des courants de ligne? Pour le couplage triangle, chaque dipôle est soumis à une tension entre deux phases successives, c'est-à-dire soumis à une tension composée U, qui est de l'ordre de 400 volts, et parcouru par un courant par phase J. De la même manière comme précédemment, je peux écrire que la tension U est égale à R fois J. Je peux en déduire la valeur du courant par phase J. J est égal à U sur R. Je remplace U par sa valeur 400 volts, R par sa valeur. Ça me donne un courant J est égal à 40 ampères. La question demandée, c'est de déterminer le courant efficace I, courant de ligne. On a une relation entre I et J pour le couplage triangle. On a I égale à racine 3 fois J. Racine 3 fois 40. Donc la réponse est égale I est égal à 69 ampères. Question numéro 3. Complétez le tableau suivant en indiquant le couplage correspondant par ou bien mètre étoile, ou bien triangle, ou bien couplage impossible. J'en ai sur la colonne les réseaux. Sur la ligne, la tension supportée par chaque impédance. Je vais commencer par une impédance qui supporte 133 volts. Pour déterminer le couplage, il faut voir la tension supportée par impédance, est-ce qu'elle est égale à une tension simple ou bien une tension composée. Si je compare la tension de la première impédance avec le premier réseau, le 133 représente une tension simple. Ça veut dire chaque impédance peut être soumise à une tension entre phase et neutre. Donc le couplage est un couplage étoile. Avec le deuxième dipôle, la tension supportée par chaque impédance est inférieure à la tension simple et la tension composée de réseau. Ça veut dire que le couplage est impossible pour les deux autres réseaux. Donc pour déterminer le couplage, il faut voir
est-ce que notre impédance supporte une tension simple? Donc, alors le couplage est étoile. Ou bien notre impédance supporte une tension composée, alors notre couplage est triangle. Avec un deuxième récepteur, maintenant le couplage est triangle. Si le couplage est triangle, ça veut dire que chaque impédance supporte une tension entre phases. Ça veut dire tension composée. Donc la tension supportée par impédance égale de 130 volts. Avec le deuxième dipôle, le 230 représente la tension simple. Donc notre couplage est un couplage étoile. Le 230 avec le troisième réseau, elle est inférieure à la tension simple, inférieure à la tension composée. Donc notre couplage est un couplage impossible. Pour un troisième récepteur, avec le réseau 400 volts 690, notre couplage est étoile. Pour le couplage étoile, chaque impédance supporte une tension simple. Donc la tension supportée par impédance est égale à 400 volts. Je vais déterminer maintenant pour les deux autres réseaux. Le 400 volts est supérieur à la tension simple et la tension composée de réseau. Donc ici, on va mettre couplage impossible. De la même manière, pour le deuxième, avec le deuxième réseau, le 400 volts représente tension composée. Donc notre couplage est un couplage triangle. Maintenant, notre tension supportée par impédance est égale à 690 volts. Avec le premier réseau, le 690 est différente de la tension simple et différente de la tension composée, donc impossible. De la même manière, avec le deuxième réseau, le 690 est supérieur à 230 et 400, donc couplage impossible. Avec le troisième réseau, le 690, c'est une tension composée. Ça veut dire que chaque impédance supporte une tension composée. Donc notre couplage est un couplage triangle. Merci de m'avoir suivi. Cette séance est terminée. Je vous souhaite tous une bonne réussite au baccalauréat.